Depuis longtemps, depuis 2007, 2008, on savait que les grandes banques, en particulier Crédit Suisse, sont sous-capitalisées, que les rémunérations des directeurs sont grotesques et que ces banques prennent des risques aux dépens du contribuable. Donc, ce qui s'est rajouté pour Crédit Suisse, c'est qu'elle a été impliquée dans X scandales. Il fallait vraiment les chercher. Les affaires Greensill, Archegos, blanchiment de l'argent de la drogue en Bulgarie, etc., etc. Donc, dans ce jeu de domino, dans ce château de cartes, bon, c'est les plus faibles qui tombent. Donc, certains hedge funds ont identifié justement Crédit Suisse, à juste titre, comme étant le maillon faible. Et puis, ils l'ont mis dans le viseur, puis ils ont tiré. Et puis, Crédit Suisse est tombé. Ces hedge funds ont généré des profits de l'ordre de 7 milliards de dollars en quelques semaines, fin mars. Sur la chute de Crédit Suisse. Pas seulement. Il y a aussi Deutsche Bank, il y a les banques aux États-Unis auxquelles vous avez fait allusion. Voilà, donc c'est un système de finance casino. Parce qu'effectivement, après la crise de 2007-2008, il y a eu diverses recapitalisations, diverses actions qui ont été prises pour essayer de contrôler cette finance. Donc, elles n'étaient pas suffisantes selon vous Non, il y a même eu une loi, tenez-vous bien, too big to fail en Suisse, pour remédier justement aux situations d'urgence, qui a été balayée en ce qui concerne Crédit Suisse, justement, soi-disant parce que la situation était urgente. Donc, on aimerait comprendre. Comment se fait-il qu'une loi qui a été mise en place justement pour essayer de trouver une solution face à ces crises, face à ces possibles banqueroutes, soit écartée justement parce qu'on est confronté à une crise? Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que ce qui a été mis en place n'était pas du tout à la hauteur des enjeux. Et pourquoi? Parce que des lobbies, des groupes de pression ont tout fait pour faire semblant, pour que les gouvernements fassent semblant. Là, on est prêt, on a un système résilient, résistant, et puis tout s'écroule à un moment donné. Et tout risque de s'écrouler demain aussi, parce que le système n'est pas plus solide maintenant. Vous avez une UBS immense, dont la taille du bilan correspond à peu près 2 fois le PIB suisse, le produit intérieur suisse, dont tous ces produits complexes dont on a parlé pour le 11 septembre, j'ai donné des exemples avec les options de vente, mais l'ensemble de ces produits a une valeur correspondant à 40, voire plus, 40 fois le PIB suisse. Donc qui va payer la prochaine fois? Et ces dirigeants sont incités à agrandir la taille de la banque, toujours plus. Donc c'est une logique de pompier pyromane qui accentue les problèmes. Parce qu'effectivement, une fois que ces banques sont arrivées à cette taille critique, il est quand même difficile de les laisser s'effondrer, parce qu'il y aurait des conséquences. Voilà, donc on est pris en otage. Donc il faudrait faire exactement le contraire, diminuer la taille de ces banques pour éviter d'être pris en otage. Et puis qu'elles tombent en faillite si elles prennent de mauvaises décisions, dans la logique de ce système. Vous avez une trentaine de banques au niveau international qui savent pertinemment que justement elles prennent en otage les contribuables, les citoyens, parce qu'on ne pourra pas apparemment les laisser tomber en faillite. Donc la seule solution n'est pas d'agrandir leur taille, mais au contraire de la diminuer, pour pouvoir les laisser tomber en faillite, le cas échéant. Quelles sont les banques systémiques en Suisse? Il y en avait 2 maintenant. Enfin, au niveau international, je parle des grandes, Donc, il y avait UBS, Crédit Suisse, maintenant il y a UBS. Mais vous avez aussi la ZKB, donc la Banque cantonale de Zurich, mais ça, c'est tout de même plus local, justement. Mais les grandes, les grandes sont réduites à une. Et quels sont les risques, alors, justement, de cette fusion avec l'UBS pour la Suisse, mais peut-être aussi pour tout le système international? C'est que vous avez globalement une banque, maintenant, l'UBS, qui est comparable, dont la taille est comparable à celle des autres au niveau mondial, les grandes banques au niveau mondial. Mais par contre, la Suisse est plus petite. Le PIB de la Suisse est plus petit. Et donc, on est encore plus pris en otage. Donc, ça veut dire que si demain, cette banque tombe en faillite comme ça a failli être le cas en 2008, alors là, ça va être bien trop cher pour la Suisse. Donc, ça veut dire pratiquement inflation, pauvreté à grande échelle, baisse du franc suisse, etc., etc. Donc, il faut le prévoir lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on est censé prendre des décisions au nom de la population, et non pas accentuer les risques. Et donc, le nouveau directeur de cette banque souhaite l'agrandir. Donc, aujourd'hui, il faut le savoir, il y a non pas 7 conseillers fédéraux, il y en a 8 en Suisse. Le 8e n'a pas été élu. Il est plus puissant que les 7 autres. Il s'agit du directeur de l'UBS. Et ça, c'est antidémocratique, manifestement. Parce qu'il a une influence directe sur la politique oui. bancaire Pas seulement, mais financière, économique, qui tire les leviers.
Est-ce que la dette qui a été contractée par le Crédit Suisse au moment de son sauvetage en 2008 a été remboursée ou pas vraiment? Comment ça s'est passé finalement cette recapitalisation peut-être? Vous voulez dire UBS en 2008? UBS, exactement. Bon, ça s'est plutôt relativement bien passé, mais par chance. Parce que la Fed, la Banque centrale américaine, a racheté à la Banque nationale suisse les produits pourris qui provenaient de l'UBS. Donc ça a été un coup de chance. Mais on peut avoir la chance et ne pas en avoir. Donc à l'avenir, on verra comment les choses se déroulent. La BNS a perdu des montants énormes entre 2021 et 2022. C'est un système très fragile. Et pourquoi c'était pour des investissements douteux, on va dire, ou problématiques. Dans le gaz de schiste, on aimerait comprendre. Dans diverses entreprises très surprenantes aux États-Unis. Comme par exemple vous avez des revendeurs de voitures aux États-Unis. Vous avez l'industrie pétrolière. La Suisse a signé, a ratifié les accords de Paris, je le rappelle, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés à la fin du siècle. Et vous avez une banque nationale d'un pays qui a ratifié cet accord, qui investit dans le pétrole et le gaz de schiste. On aimerait comprendre sans aucun contrôle. On a l'information, non pas parce qu'elle l'a fournie, mais parce que cela provient des États-Unis, qui indiquent quels sont les gros investisseurs dans telle ou telle entreprise. Il faut savoir que la Banque nationale a investi à un moment donné dans Raytheon aussi, qui produit des armes de destruction massive, etc. Bombes atomiques, au nom de quoi? Et puis des pertes énormes à un moment donné. Donc voilà, la Banque nationale se comporte de plus en plus comme un hedge fund qui investit ici, là, sans aucun contrôle. Et la FINMA ne fait pas son rôle de régulateur? Alors, la FINMA, certainement pas. La FINMA aurait dû retirer depuis longtemps à Crédit Suisse sa licence bancaire. Imaginez un automobiliste qui a des accidents chaque semaine. Après un mois ou deux, on va lui dire merci, on vous retire votre permis et puis on se reparlera une autre fois. Non, ça a duré 15-20 ans pour le Crédit Suisse. Et puis là, finalement, ils prétendent avoir trouvé une solution. C'est tout de même incroyable. Pour revenir à cette faillite, le 15 mars 2023, la FINMA, justement, et la Banque nationale suisse indiquent dans une déclaration que Crédit Suisse satisfait toutes les contraintes en ce qui concerne les capitaux propres et les liquidités. Et ils rajoutent même les contraintes strictes. Une heure après, cette banque demande un crédit de 50 milliards de francs. Alors on aimerait comprendre, si tout va bien, pourquoi ils demandent un crédit de 50 milliards de francs. 3-4 jours après, cette banque est en faillite. Donc il faudrait bien nous expliquer sur quelles données se sont basées la FINMA et la Banque nationale pour affirmer le 15 mars que tout allait bien au fond des choses. Et selon vous, comment ça s'est passé? C'est ça, ils ont bricolé une solution. Donc, on a eu 15-20 ans de finances casino, 2 semaines de panique avant le 19 mars, 2-3 jours pour bricoler une solution, et puis cette conférence de presse pitoyable. On sentait qu'ils étaient tous gênés, mais enfin que c'était une bonne affaire tout de même pour UBS et qu'ils voulaient nous faire avaler la pilule. Moi, je ne l'avale pas, personnellement. Donc, ça s'est passé comme cela, oui, c'est ça. Un bricolage à grande échelle. Mais c'est vrai qu'il était surprenant de voir une décision aussi rapide qui contournait le Parlement. Complètement. Complètement. Simplement, UBS était préparé depuis un certain temps, parce qu'il sentait le vent venir et il fallait qu'il puisse tirer les marrons du feu. Donc voilà, complètement antidémocratique, et puis faire semblant d'occuper le terrain. Je fais allusion à la FINMA ou à la Banque nationale, sans vraiment prendre les mesures adéquates. On voit depuis 2008-2012 aussi, peut-être, une injection massive de liquidités dans le système financier par les banques centrales. Mmh. Quelles sont les conséquences? Alors peut-être déjà, pourquoi ces injections et quelles sont les conséquences concrètes pour l'économie? Bon, la finance casino, la finance actuelle est un système zombie. Vous avez des grandes banques zombies qui sont la garantie publique, la garantie de l'État, la garantie du contribuable, seraient pour la plupart des gens en faillite. Je vous donne un exemple. Lehman Brothers, faillite, donc à l'époque, 2007-2008. Cette banque était considérée comme systémique, too big to fail. À partir du moment où le ministre de l'économie aux États-Unis a déclaré qu'elle ne l'était pas, elle est tombée en faillite. Donc demain, malgré toutes ces grandes déclarations, moi je demande simplement aux soi-disant responsables, puisque d'après eux la situation est saine, qu'ils affirment que ces grandes banques ne sont plus systémiques. Donc, c'est-à-dire que le contribuable ne viendra pas à les rescousse en cas de problème. Et on va voir combien de ces banques tiennent.
Alors donc, pour revenir à votre question, ces banques sont zombies. Et elles n'avancent, elles titubent, je devrais dire, elles titubent dans l'ombre grâce à deux béquilles. Les banques nationales, les banques centrales, suivant le pays où elles sont, et puis le contribuable. Puis elles avancent comme ça. Et puis à tout moment, elles peuvent tout de même chuter. Donc que font les banques centrales? Elles injectent des liquidités dans un système moribond. Donc c'est de la création monétaire. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc elles achètent à ces banques commerciales, ces grandes banques, le plus souvent des produits financiers pourris qu'elles ont diffusés. Et donc ces banques se débarrassent de ces produits pourris et puis récupèrent des liquidités. Et puis en dernière instance, le contribuable est là sans qu'on lui ait demandé son avis pour assurer en cas de chute, vraiment payer, mettre sur la table l'argent. Voilà. Donc via des impôts, via oui, des garanties des impôts, c'est un appauvrissement généralisé parce que ça coûte cher tout cela.